Vigile. Ah non, non, moi je danserai pas. Non. C'était à ton tour, Didier. Vigile, tu vas nous raconter un petit peu ton histoire, ton parcours, ton carnet de route. Et on va t'écouter religieusement. Amen. Merci. Alors, on va d'abord attendre que la technique se mette en place. On m'avait dit on m'a dit que j'aurais pas de zapette, donc vous serez témoin avec moi. Ça, c'est pour dire next slide, et ça, c'est pour dire back. On va tester tout de suite. Next. Back. Bon, on est bon. Alors, je remercie l'Ordre des experts comptables, je remercie Rémi et toute son équipe de m'avoir invité aujourd'hui, d'avoir mis en place cette journée. L'invitation concernait toute la journée et d'offrir aux start-upers de La Réunion, aux étudiants, à tout notre petit écosystème, une plateforme pour discuter de ces sujets, ces axes qui, à mon avis, qui sont sous-jacents à la vie du start-upper. C'est des questions qu'on se pose plus ou moins à un moment donné du développement. Voilà, je vous remercie. Une deuxième chose, c'est que ça m'a fait très plaisir aujourd'hui. Ça fait un moment que je n'avais pas vu certains visages. Et ça m'a fait grand plaisir de revoir des gens que je connais depuis 10 ans, qui animent cet écosystème. Donc, toutes les métaphores qui ont été utilisées pour parler de cet écosystème qui mue, qui évolue de l'enfance vers l'âge adulte. J'ai vu les gens qui ont animé cette scène. J'ai vu nos cheveux parfois blanchir. Je connais les histoires, les insides. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent très dur. Et si vous voulez bien, il faudrait commencer par applaudir tous les start-upers de La Réunion. Applaudissez fort parce que les gars méritent énormément d'admiration. Voilà. Donc, je vais commencer ma présentation. Donc, j'adore ce titre, La Réunion Starter de Startup. La première chose qui m'a plu lorsque Rémi m'a proposé cette problématique, c'est de poser tout de suite dans le titre la question de l'écosystème, parce qu'il y a une information très puissante là-dedans. Je ne crois pas qu'un start-upper, aussi bon soit-il, puisse certes renverser des montagnes, mais jamais seul. Voilà. Il renversera des montagnes avec les gens, avec les équipes qu'il y a autour de lui, donc ses bonhommes, ses investisseurs, son écosystème. Et c'est très important d'avoir confiance, de fonder des espoirs dans les bonhommes. Il faut aussi rendre et imaginer les conditions optimales qui permettraient le succès du territoire. Ça marche. Voilà, je vais vous raconter mon histoire. Je vais rebondir sur les différents thèmes qui ont été énoncés. Et voilà, la narration va être simple. Je vais d'abord vous parler un petit peu de moi pour que vous compreniez dans quoi tout ça s'insère, parler de ce que je fais aujourd'hui et ensuite évoquer quelques éléments de pensée sur ce qu'on a dit aujourd'hui. Mon histoire, elle commence à Saint-Joseph, La Réunion, Saint-Joseph-Saint-Philippe. Je suis un marmaille Léo. J'ai passé une enfance merveilleuse dans les carreaux de Cannes et aussi au bord de la mer à Saint-Philippe. Et donc, non, je vais aller très vite là-dessus. La musique, puisqu'à un moment donné, je vais vous parler de musique, donc je dois vous dire la musique. La musique. Ah, la tech est... Au revoir. La musique a joué un rôle super important dans ma vie, en fait. Depuis l'âge de 5 ans, à 6 ans, j'ai eu mon premier kayam parce qu'avant 6 ans, je savais déjà jouer du maloya dans un groupe. Et donc, voilà, la musique, ça a toujours été quelque chose qui était tout le temps autour de moi. J'étais tambour dans la fanfare municipale de Saint-Joseph. J'ai passé mon adolescence à faire du rap. J'ai fait partie des MC qui ont lancé un peu le mouvement à La Réunion. À la fin de mon adolescence, il y avait ça. Enfin, on croyait qu'on faisait des bêtises, en fait. On croyait qu'on passait le temps. Mais en fait, on était en train de travailler. On s'en est rendu compte bien longtemps après. Et donc, Pile Pat Prod, c'est un album qui a été produit en 2000. Vous voyez bien l'ancrage culturel, les références aux croisées de chemin de La Réunion. Et c'est un album qu'on a produit avec la section 480, le Sud Conscient. C'était ma première entreprise, en vérité, le premier projet qu'on allait pousser. Et en fait, on ne se rendait pas compte à l'époque qu'on était en train de travailler très sérieusement et qu'on était en train d'apprendre des choses très importantes. Ce projet-là est passé dans les
arcanes de l'histoire, personne ne s'en souvient, sauf que en 99-2000, il y avait un groupe de La Réunion qui était publié dans les articles, les revues qu'on lisait dans le hip-hop. Si vous êtes un fan de football, vous lisez probablement l'Équipe. Eh bien, à l'époque, quand on était un fan de hip-hop, on lisait ces magazines-là. Et nous, on a retrouvé des articles donc, sur Pile Plate Prod, ont été mentionnés dans la presse nationale. Voilà. C'était mon première entreprise, premier lien avec la réalisation, la production, et la première découverte que parfois des choses se faisaient grandes alors qu'on ne les avait pas vues comme ça. La musique, ça a été un élément. Le deuxième aspect, c'est que je dois vous dire que je suis psychologue, je suis docteur en psychologie, donc le monsieur là-bas, c'est Freud, celui-là, c'est Piaget, et c'est des stars pour moi, c'est des gens qui m'ont pris beaucoup de nuits de sommeil. J'ai passé beaucoup de temps avec eux. Voilà. De psychologue, je suis allé vers les mathématiques et vers la modélisation. J'ai fait une thèse qui a essentiellement contribué en intelligence artificielle. Donc à ce moment-là, ce genre de gribouillis m'était familier. La nécessité, à un moment donné, d'implémenter les algorithmes qu'on avait en tête m'ont amené à coder. Donc je suis un psychologue qui code, enfin qui a codé longtemps. Et donc, voilà, ça m'a amené, en sortie de thèse, on avait participé à des concours de fouilles de données avec mon équipe. L'élément le plus important, c'est qu'on était arrivé deuxième à un concours de fouilles de texte qui rassemblait tous les laboratoires d'intelligence artificielle en France. Et qu'à ce moment-là, il y avait Yahoo qui était derrière nous. Donc ça avait été un élément. Et cet élément-là, 2 ans plus tard, faisait que je crois que je déposais le dossier à la Technopole de La Réunion et que je commençais ma première entreprise. Je crois qu'on était en 2009 ou quelque chose comme ça. Voilà. J'ai fait ça. je fais court. Un saut dans le temps. Crowda, c'est mon actualité. Il y a... Alors, entre 2000 et aujourd'hui, j'ai monté 3 aventures. J'ai été cofondateur de 3 entreprises qui existent toujours, qui opèrent toujours, qui n'ont pas, à l'heure actuelle, scalé. Je parle des 2 premières. Mon objectif a toujours été d'essayer de construire ces objets qui scalent. Voilà. Pour moi, puisqu'on en arrive à la notion de start-up maintenant, la start-up, c'est une fusée. Et le destin d'une fusée, c'est soit d'aller sur la Lune, soit de se cracher. Mais ce n'est pas de voler. Donc... Voilà, je ne suis pas surpris, il faut accepter son destin et il faut définir les choses. Donc, on apprend énormément, mais voilà, sur mes 2 premières activités, j'ai pas retrouvé, voilà, au moment où j'étais persuadé qu'on n'allait pas sur la Lune ou qu'on allait se cracher, il fallait prendre une décision. Il y a 2 ans, j'ai eu l'idée de proposer une plateforme qui allait donner plus de pouvoir aux artistes. Une idée très simple à la base, les artistes n'ont pas assez de pouvoir. Je connais tous les artistes de la scène, enfin tous les gens qui font les chansons sur lesquelles les jeunes dansent en boîte de nuit et qui passent à la radio, sont d'une manière ou d'une autre des copains ou des copains de copains. Et donc, en discutant avec mes copains, l'idée est très simple, je veux dire, peu importe ce que l'industrie dit, il y avait un problème au niveau de la music industry. Pardon, de temps en temps, je ferai des choses comme ça, où je vais dire les mots à l'envers. Et donc, j'ai eu l'idée de mettre en place Crowda. Et là, je vais vous parler rapidement de l'entreprise, de ce qu'elle a fait, du chemin que j'ai fait pour la monter, d'où on en est aujourd'hui. Et ensuite, je passerai à la partie qui nous concerne aujourd'hui sur les différents ateliers. Alors, Crowda, c'est le Crowd Platform Management. On va aller vite sur ce sujet-là. Si je vous présente l'industrie de la musique telle qu'elle se présente aujourd'hui, d'abord pour comprendre notre contribution, un artiste aujourd'hui, tous les artistes, tous les labels font à peu près la même chose à un moment donné. Ils produisent leurs chansons et ça, ils savent faire, ils masterisent, ils font en sorte que la chanson soit belle à écouter comme celle que vous entendez à la radio. La deuxième étape, c'est qu'ils vont payer des services, donc on appelle agrégateurs, c'est tout un ensemble de services, il y a tout un écosystème, qui vont prendre leur musique et la mettre sur les distributeurs que vous connaissez, alors j'en cite quelques-uns. Et par le même temps, ils vont utiliser des plateformes de marketing, donc gratuites, payantes, parfois gratuites et payantes, des emails, YouTube, Facebook, whatever, pour pousser les utilisateurs et aller vers la plateforme. Quand ce schéma-là est un échec total.
20% des chansons qui sont sur Spotify ne sont jamais cliquées une seule fois. Donc là, vous avez des artistes qui ont fait tout leur travail, qui ont pris des photos, qui se sont mis en studio des semaines durant, etc. Des gens qui ont dépensé des sous et leurs chansons ne sont jamais écoutées. C'est pas du tout marginal. 94% des chansons qui sont publiées en ligne sont achetées moins de 100 fois. Donc, face à cet échec, voilà, ça c'est l'échec que connaît l'industrie de la musique. La contribution qu'on propose, c'est d'offrir une plateforme dans laquelle les artistes contrôlent leur distribution, dans laquelle ils utilisent une application pour collecter des données sur leurs fans, parce qu'aujourd'hui, les artistes ne savent pas, quand ils ont vendu 100 albums, ils ne savent pas qui les ont achetés. Et enfin, une plateforme qui fournit les outils pour permettre aux artistes d'engager leurs fans, de faire en sorte de garder contact avec eux au fur et à mesure des échanges. Contrôler la distribution, on leur permet de définir le prix. Donc, ils peuvent définir un prix le matin, un deuxième l'après-midi et un troisième encore différent le soir. Ils peuvent contrôler le nombre de vues gratuites auxquelles un fan peut accéder. Et enfin, on leur permet de gamifier l'expérience de musique, de rajouter des règles sur le contenu. Sur Crowda, par exemple, un artiste peut dire, écoutez, vous pouvez écouter cette chanson-là 2 fois gratuitement tous les jours. La 3e fois, soit vous l'achetez. Si vous faites un partage pour moi sur Facebook, ou sur les réseaux sociaux, eh bien, la chanson est débloquée. Plus que ça, la contribution, elle est dans le fait d'offrir aux artistes et aux labels la possibilité d'utiliser leur contenu via l'application pour collecter des données sur leurs fans. C'est quelque chose qui leur manque infiniment. Ils n'ont pas accès à la donnée. Et donc, nous, c'est ce qu'on leur permet de faire. On leur donne des données au niveau utilisateur qu'ils peuvent ensuite rendre actionnables via des plateformes, des campagnes de nano-marketing ou de mass marketing pour envoyer des text messages sur la plateforme. Un artiste sait lorsque quelqu'un a cliqué, a liké son contenu, a partagé, etc. et peut lui envoyer un text message pour le remercier. Voilà. Donc, voilà aujourd'hui la contribution. Next. Depuis le mois de mai, la plateforme est disponible, on l'utilise pour la démonstration. Donc elle est effectivement disponible, mais pas pour le grand, enfin si aussi pour le grand public, mais on ne fait pas de marketing dans ce domaine-là. On l'utilise comme showroom pour acquérir du contenu, pour lancer la end-user release. Donc depuis le mois de mai, en fait, on est allé voir des artistes américains et on leur a présenté la plateforme et demandé s'ils avaient du contenu qui n'était pas encore sorti. Donc là, on est en train d'accumuler depuis le mois de mai des artistes qui ont en général plus d'1 million de followers, qui nous réservent du contenu exclusif sur la plateforme pour la end-user release. Je pense que vous avez lu certains noms, mais je vous donne en highlight. On a des artistes comme Silento. Silento, c'est You Watch Me Whip, You Watch Me Nay Nay. Ça fait plus d'1 milliard de vues sur YouTube. Oui, je sais faire la musique. Et donc, Silento, qui a fait plus d'1 milliard de vues, le prochain album sera sur Crowda. Donc, on a différents artistes, dont Anderson .Paak, Anderson .Paak, il est décrit comme étant le nouveau protégé de Dr. Dre. L'ancien protégé, c'était Eminem. Et donc, le prochain album de Paak sera sur Crowda. Tout ça nous a valu de lever des fonds. Je vous en parlerai dans un instant. Je reviens là-dessus d'abord. Tout ça a été possible parce qu'il y a 2 ans, j'ai fait un prototype, j'ai fait tourner quelques projets dessus, à La Réunion. Des gens sympas ont dit OK, des gens comme Kaf Malbar, Speedfire, des artistes locaux ont dit OK, on met nos chansons chez toi, Mélange Nation, enfin des copains. Et j'ai pu partir à Los Angeles avec un proto dans la main, un proto qui marchait vraiment. Et j'ai pu leur montrer ce qui était la base de cette nouvelle plateforme dans laquelle ils avaient le contrôle sur tout. Et en fait, c'est en pouvant démontrer ça que j'ai pu intéresser les gens qui aujourd'hui font l'équipe de Crowda. Jimmy Thomas, c'est l'ancien vice-président de la Motown. Il a été vice-président de Def Jam. Il a produit Tupac, Wu-Tang, Notorious Big. Tous les albums de Notorious Big, c'est Jimmy. Clarence Avant, il est considéré comme, sur sa page Wikipédia, on l'appelle The Godfather of Black Music. Donc c'est l'ancien chairman de la Motown. Donc donc la première étape était de se dire, on n'arrivera pas à disrupter l'industrie de la musique si on n'a pas des gens de l'industrie de la musique. Je peux avoir des copains à La Réunion qui m'aident, mais ils ne pourront pas m'aider plus loin que plus loin. Et si c'est que moi, Vigile, qui dit c'est super, j'ai une bonne idée, ça tombe bien, on n'ira pas loin. Donc la première étape, depuis le début, avait été de trouver les gens
de l'industrie de la musique qui allait pouvoir nous aider à avancer dans le projet. Je dis ça parce que tout à l'heure, on parlait de ce qui nous manque à La Réunion. Je crois que ce qui nous manque infiniment à La Réunion, c'est du mentor. Et quand je dis mentor, c'est que moi, avec mes 3 projets, je n'ai pas fait d'exit, je n'ai pas levé 20 millions, j'ai levé qu'au niveau du seed. Et là, par exemple, quand je travaille avec Sébastien Thor, quand je travaille avec Jérôme Grandidier, ce sont des gens qui ont déjà géré des exits. Ce sont déjà des gens qui ont déjà travaillé dans une 50aine de boîtes parce qu'ils ont été conseillés, etc., qui savent la nature du business. Leur aide m'est absolument primordiale. Alors, petite photo de moi et Jimmy dans son bureau avec les disques de Platinum, etc. C'est juste pour partager avec vous. Ça, c'est Clarence Avant. Quand on dit de lui que c'est le Black Father of Black Music, c'est toute la musique noire des années 70, 80, la grande époque. Les gens connaissent beaucoup Quincy Jones, qui était sur la partie production, mais l'homme de l'ombre, qui travaillait à faire en sorte que tout ça se passe au niveau des contrats, etc., c'est Clarence. Et donc ça, c'est la fois où vous me voyez très ému, parce que ce monsieur venait de me dire, voilà, j'ai donné quelques éléments comme ça qui sont très personnels, mais ça, c'était le moment où j'avais eu la première discussion pendant 1 heure avec Clarence, et il m'avait dit, je ne te connais pas, et la techno, je ne comprends pas. Mais si tu as la techno qui fait ce que tu as dit que ça faisait, je connais Jimmy. Si lui dit que c'est bon, alors je t'ouvrirai toutes les portes. Il venait de me dire ça. Donc vous voyez un peu le côté léthargique là. Voilà, je n'avais que ça. Voilà. Donc Crowda aujourd'hui, c'est depuis le mois de mai, donc on a de l'attraction, pas de l'attraction end user parce qu'on n'a pas ouvert l'application pour les fans. On a de l'attraction artiste parce que semaine après semaine, il y a des choses que je ne vous révèle pas tout de suite, mais que je sais et qui sont vraiment très chouettes. On a des artistes qui valident et qui nous disent on sera avec vous pour la end user release et on sera avec vous, on vous donne des exclusivités sur 1 semaine. Et donc cela a fait qu'on a pu lever des fonds. Il y avait des gens avec qui on était en interaction depuis longtemps. On a levé des fonds au Luxembourg, on a levé des fonds à La Réunion. Je salue Johnny Loyen. On se connaissait, alors tout ce qu'il a dit est vrai, on se connaissait depuis longtemps. On a discuté longtemps. Et à un moment donné, Johnny a dit, je veux m'associer à ça. Et c'est aussi que pour moi, c'était très important. Tout le monde a parlé de l'attachement au territoire. Je pense qu'on est tous attachés au territoire. Et j'aurais été triste, alors là, business aside, comme on dit, j'aurais été triste que ce territoire ne s'investissent pas dans ce que j'étais en train d'essayer de faire. Je veux dire, je ne peux pas y aller tout seul. Et ça aurait été une vilaine image que ça se passe. Et donc, je remercie Johnny. Et ça s'est passé exactement comme il a dit. Alors là, je vous présente notre premier développeur depuis 1 mois et demi. On a monté le centre de R&D ici. Par rapport à tous les modèles qui ont été évoqués, Crowda a un modèle un petit peu différent. J'ai pensé dès le début qu'il était impossible. J'ai déjà eu l'expérience, alors j'ai failli vous mettre les copies d'écran de mes cartes de visite parce que j'en ai eu plein. Mais j'ai déjà eu cet effet qui se coule de vigile qui donne sa carte de visite à San Francisco ou ailleurs, et où en fait, what is Reunion Island? Et là, pendant 10 minutes, 1/4 d'heure, on ne parle pas business, je représente l'IRT et j'explique comment la Réunion est belle. Donc, si vous avez des cartes de visite, petit conseil, vous prenez un numéro, comme Laurent a dit, je crois, vous prenez un numéro sur Skype, un numéro à San Francisco, et vous vous imprimez sur la carte de visite, parce que sinon, les gens ne vont pas vous rappeler. Et donc, mon idée, c'était que ça allait être encore plus important dans le cadre de la musique. Vous allez dire quoi? Vous allez dire à Econ, vous allez dire à whatever, qu'il faut mettre du contenu exclusif dans une boîte qui est à La Réunion. Je laisse ceux qui ont envie de dire ça le dire. Moi, je ne me voyais pas le faire. Voilà. Donc, je ne l'ai pas fait. La chance a voulu qu'on ait été recruté dans un programme de start-up de Perkins Coie, qui est une très, très grosse compagnie d'avocats dans la Silicon Valley. C'est eux qui sont derrière Facebook, Boeing, Microsoft, Yahoo, whatever, enfin tout le monde. Et en fait, ils nous ont permis on a intégré leur programme de start-up. Et ils nous ont organisé tout le setup de l'entreprise aux États-Unis, la partie légale pour nos contrats, les terms of services, la propriété intellectuelle, etc., etc. Donc les choses avançaient dans ce domaine-là.
aujourd'hui, donc, pour vous dire, Croada est une entreprise américaine qui a investi dans un centre de R&D basé à La Réunion, et notre premier développeur a été recruté le mois dernier. On en recruté encore 2 autres d'ici la fin de l'année, et on est en train encore de travailler pour les mois d'après. Voilà, donc c'est un nouvel... je crois que ça fait le même job, hein, mais un setting qui est différent. Next. À partir de cette expérience que je viens de vous narrer, je vais réagir sur les sujets qui sont les nôtres avec mon éclairage. Alors là, pareil, on disait tout à l'heure, je retrouve les camarades start-upers. Ce qui est bien quand tu fais une start-up, moi j'ai reçu beaucoup de conseils. J'ai fait incubateur de La Réunion, j'ai fait incubateur de Paris. Que tu suives des conseils ou que tu n'en suives pas, la bonne nouvelle, c'est que quand ton business a planté, c'est pour toi. Donc tu peux le faire de différentes façons. Bon. Par contre, c'est toujours bien de s'inspirer des gens. Donc, c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Mon idée sur tout ça. Donc, starter, réunion starter de start-up. Le premier chose, et ça a déjà été exposé, heureusement que je n'ai pas prévu des chiffres parce que vous me les auriez déjà tous piqués. Startup, la réunion starter de start-up, ça commence pour moi par the world. Tout ce qu'on va penser de local. Et on a plusieurs d'entre vous, d'entre nous, avons déjà tourné autour de cette idée-là. Donc, je pense que c'était mon idée aussi, bien entendu, de vous en parler. Il y a une phrase qui dit « Think global and act local ». Et là, je pense qu'on est nécessairement là-dedans. Mais d'abord, il faut thinker, il faut penser global. Si on commence à dire, déjà, juste pour éliminer, alors c'est toujours compliqué de dire ce qu'est une start-up, mais c'est facile de dire, enfin, c'est plus facile peut-être de dire ce qu'on n'est pas. Mais si on commence à définir des business qui ne vont pas avoir avec le potentiel, je ne dis pas qu'on le fait maintenant, mais le potentiel d'une expansion globale ou sur un continent, je veux dire, si on vend si on vend une techno qui marche que sur là où il y a de la glace, on ne pourra pas vendre là où il fait chaud. Mais admettons, voilà. Donc, si on n'a pas ça, à mon avis, et qu'on parle de start-up, etc., on se trompe et on perd du temps, on s'engage dans des choses qui ne vont pas nous aider. Deuxième étape, et je ne dis pas ça pour le start-upper, je dis ça pour l'écosystème, pardon. Back. On va voir si ça marche. Non, back, non. Ah, voilà. Non, the world, c'est tout l'écosystème, c'est pas le start-upper seulement. C'est que si on falsifie les mots, si on falsifie les définitions, on ne va plus s'y retrouver. Donc, start-up, réunion, oui. Chaque fois qu'on dit world. Et si on n'a pas dit, à mon avis, on est en train de transiger. Next. Deuxième chose, et là je vais vous raconter une petite histoire que j'ai racontée et qu'on m'a dit « Ah, mais ça tu devrais la raconter. » Et je me souviens alors, on a souvent entendu aujourd'hui encore l'espèce de tentation des start-upers, la vision romantique du business. Si je dois faire un retour et partager avec les étudiants, un des enseignements très importants que j'ai eu, je me souviens d'une fois où je présentais un projet qui avait une dimension sociale, éthique très forte, et j'étais vraiment dans l'emphase, et c'était sincère, on va changer le monde, make the world a better place, whatever. Et je me souviens d'une question, une question sincère de quelqu'un à qui je parlais à San Francisco, mais qui m'a dit « Is it for profit or is it non-profit ?» Parce que pour la personne, la manière dont je parlais de mon projet, je ne parlais pas de cash. Et donc, il avait bien l'intuition qu'il y avait une histoire de cash dedans, que c'était une entreprise, on n'était pas dans un projet open source, enfin, je veux dire, ce n'était pas un projet non-profit, mais il ne me voyait pas parler d'argent. Ce que je veux dire, c'est que, bon, donc pareil, il faut être indulgent avec soi-même, indulgent avec tout le monde. Ces erreurs-là, ce jour-là, juste par cette question, je me suis dit, mais j'étais dans l'erreur. J'étais dans l'erreur parce que oui, j'étais là, moi aussi, pour le cash, pour parler business. Mais la manière, mon interprétation du sujet était mauvaise parce qu'elle n'était pas perceptible. Et c'est la question qu'on doit se poser au début. Donc, is it for profit or non-profit? Et si c'est non-profit, alors je vous dis ça en plus à San Francisco, le gars est sincère. On parle d'une techno, vie privée, chiffrement, etc. Il y a des gens à San Francisco qui sont prêts à mettre 1 million sur la table, sans retour sur investissement, juste parce que, un, ils ont le million, et deux, la cause leur plaît. Donc, ils savent le faire, il n'y a pas de problème. Sauf que ce n'est pas le même business, ça ne s'organise pas pareil, on ne va pas aux mêmes endroits, on ne se pose pas les mêmes questions. Donc, nous, pareil, il faut être clair dès le début, l'écosystème, le start-upper, à mon avis, is it for profit or non-profit? S'il n'y a pas de cash, il ne faut pas embêter les gens avec.
Et moi, cette fois, je vous dis ça, j'ai appris ça dans la souffrance. Quand on perd 2 ans sur un projet, on repère 2 ans sur un autre projet, on a les cheveux blancs, on n'a toujours pas la réussite qui va avec. Donc ça, c'est pour les étudiants. Faites. Voilà mon retour. Next. C'est quoi le plan? Ça, voilà. Où est-ce qu'on va? Et ça, pareil, c'est pas la question aux start-upers, c'est la question à l'écosystème. J'ai des camarades dans la salle qui me disent, mais Vigile, on ne parle pas d'un écosystème. Un écosystème ne décide pas. Moi, je crois qu'un écosystème entretient plus ou moins la clarté, ou plus ou moins pas la clarté. Et une vraie question sincère, malheureusement, personne ne représente l'écosystème pour me donner la réponse, mais je me demande, qu'est-ce qu'on attend d'un écosystème de start-up? Je veux dire, une fois qu'on aura mis les millions, Technopole, tous les dispositifs, régions, etc., qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on espère pour ce territoire? Et quand je dis ça, c'est une vraie question, attention. Est-ce qu'on espère, dans 10 ans, avoir 100 start-up qui sont restés ou qui sont partis? Est-ce que si Facebook était créé à La Réunion, il y aurait eu 17 000 emplois à La Réunion? Est-ce que c'est ça qu'on aurait voulu? Est-ce qu'on espère en avoir 3 qui seraient créoles dans la génétique et qui regarderaient derrière en disant on garde toujours un centre de R&D à La Réunion ou on crée une école ou whatever, qu'on ait des bénéfices entre guillemets secondaires? C'est quoi le plan? Pourquoi est-ce qu'on veut un écosystème de start-up à La Réunion? Et ma question est vraiment pas naïve, je suis très sérieux sur ce sujet. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce que ce territoire? Quelle est la meilleure version, la version positive? Quand on a fait le job, qu'est-ce qu'on a? Je crois que je suis resté trop longtemps sur ce sujet. On peut me remettre les slides, s'il vous plaît? Next, back, next. Ah, merci. Pour dire qu'on peut aller dans plein d'endroits, plein de chemins. Il y en a qui vont monter leur boîte aux US, envoyer des bonhommes ici. Il y en a qui vont monter leur boîte ici, partir vers l'ailleurs. Mais autre chose, cette fois c'est très personnel. Mais quand on va aller voir, pour vous dire, moi ma perception c'est que quand on va voir les différents opérateurs de la place, on voit bien qu'il peut y avoir plusieurs sons. Et ça, je ne crois pas que ce soit propice. Je ne crois pas que de dire on peut aller partout, c'est aller quelque part. Voilà. Donc, petite idée que je vous soumets comme ça. Next. Voilà. Maintenant, ça c'était où est-ce qu'on veut aller pour La Réunion? La deuxième question cette phrase me plaît beaucoup. Voilà. Donc, tout le monde a... La deuxième question que je vais poser, c'est quoi le plan pour les start-upers? Genre, quand vous lisez ça, en fait, cette phrase dit exactement l'inverse de ce que je pense, ce que je veux vous dire. Là, ce que Tyson dit, c'est on a un plan et ensuite, boum, on oublie le plan dès qu'on se prend un coup de poing dans la bouche. Mais je crois qu'il faut un plan quand même. Parce que là, nous, start-upers, on est tous en train d'inventer. Donc, Olivier invente d'un côté, Vigile invente d'un autre, Laurent invente d'un côté, et tous les écosystèmes essaient d'organiser un how-to. Quand je dis tous les écosystèmes, le premier écosystème qui me vient à l'esprit, c'est le football à La Réunion. C'est un truc de malade. On a des sportifs football, handball, etc. On a des sportifs qui alimentent toutes les sélections nationales. J'ai fait une conférence à l'île Maurice, je leur disais, sans offenser personne, on doit avoir un pool génétique à peu près similaire. Pourquoi est-ce qu'on ne les retrouve pas? Mais je pense qu'on a créé... Non, mais ce n'est pas pour nous catégoriciens, c'est pour dire, ici, justement, la seule différence, elle n'est pas génétique. Je ne crois pas là-dedans. La différence, c'est qu'ici, un travail a été fait depuis 20 ans. Tout le monde sait qu'on a les dispositifs pour recruter les Dimitri Payet, qu'on a les dispositifs pour recruter le prochain Dimitri Payet, et tout ça dans la partie écosystème. Aujourd'hui, un entrepreneur, le chemin est vraiment pas balisé. Il n'est pas balisé parce que le plan n'est pas écrit. Voilà. Dire un exemple, est-ce qu'on espère qu'un Dimitri Payet s'entraîne tout seul à La Réunion parce qu'il est tellement bon? Il est tellement bon, il va réussir. Donc il s'entraîne tout seul et ensuite je ne sais pas avec qui il joue ses matchs. Mais voilà. Donc nous, là-dessus, le manque de clarté, à mon avis, n'aide pas à la progression, que ce soit, je disais, pour le territoire, mais pour les start-upers. On aura bien fait les choses si, d'ici quelques années, il y a un modèle, ou le début d'un modèle, qui est proposé, un petit peu validé, et sur lequel les gens se sont un petit peu mis d'accord. Merci Mike Tyson. Un autre sujet, je pense qu'on l'a entendu, mais c'est
quelque chose dont je voulais vous parler, mais on a déjà entendu. Il faut comprendre que mon expérience... Alors, la vision romantique, c'est on fait un pitch. L'idée est tellement cool que les gars sortent le cash. J'ai testé, ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas à Parc Mouton. Ça marche pas à Paris, ça marche pas à San Francisco. J'ai trouvé personne. Donc, il faut tester un autre plan. Le pitch qui marche, c'est quand on dit qu'on a fait un truc, que c'est visible, c'est dans l'espace rationnel, c'est pas dans l'espace émotionnel. L'espace rationnel, on a fait quelque chose. Un certain nombre d'individus peuvent se mettre d'accord avec un delta, mais d'accord sur le fait que ça correspond à des objets auxquels on souhaite identifier. Pour dire quoi? Pour dire que notre petit territoire, ça reboucle avec le world qu'il y avait au début, notre petit territoire, dès le début, doit se doter des moyens de connecter. Quand on dit qu'un projet est bon à La Réunion, il faut d'une manière ou d'une autre qu'on puisse le faire valider par San Francisco, valider par Paris, et j'ai mis validé par un vertical. Je veux dire, peu importe qui, mais moi, à mon petit niveau, lorsque j'ai un chairman de la Motown qui me dit, à ce moment-là, tout le monde me dit, bon, ok, fais ton business, quoi, bonne chance, c'est cool. Disrupt the music industry, t'es bien parti. Je veux dire, c'est toujours aussi précaire. Mais quand vous avez quelqu'un du métier qui vous dit, moi, si ce que tu dis là, tu sais le faire, je vois ce que tu fais. Si tu me dis que ça fera ça, moi, je vais t'aider. Eh bien, ça, c'est le bon niveau. Ça peut être fait soit dans l'écosystème startup, parce qu'il y a des gens qui connaissent les business qui marchent bien. Je veux dire, quand c'est une base de données, on sait, il y a des gens qui savent juger de ça. Mais je veux dire par là qu'il faut tout de suite, et c'est pas quelque chose qu'on met après, c'est pas on démarre un projet, on laisse le gars galérer 2 ans, lui-même il apprend ce qu'il peut, et 2 ans après on dit ouais, mais en fin de compte, ça on aurait pu le savoir avant. Non, à mon avis, ça, on aura progressé si on arrive à se doter des moyens. Il y a des choses qui sont déjà faites dans ce sens-là, quand on est connecté avec Station Web, je sais qu'il y a des connexions avec de Family, etc. Mais pour dire plus de ça, ça va aider. Next. Voilà. Dernier point sur ce sujet-là, the network. Les idées, en fait, les idées, on en a, enfin, je connais plein de gens qui en ont plein. La capacité d'exécuter, déjà, ça réduit le nombre. Donc, il faut avoir les idées, il faut être capable exécuter un minimum, faire des objets qui existent. Et la dernière chose, c'est pareil, il faut se doter des moyens de construire le network. Si on invente à chaque fois, chacun, parce que c'est de ça, le fameux unfair environment, c'est parce qu'à San Francisco, le network est partout, il est comme l'air qu'on respire. Les gens ont, du fait de leurs interactions, la possibilité d'accéder aux personnes qui pourront changer leur destin. Donc nous, d'une manière ou d'une autre, là où l'écosystème, ou dire il faut qu'on construise quelque chose qui aille dans ce sens-là, construire les réseaux qui permettront, lorsqu'on a identifié un Dimitri Payet, de le faire valider, de le faire remonter, pour pas qu'on ne réinvente ce chemin à chaque fois. La notion de risque. Où est la notion de risque dans un Walkman? Anecdote. Je vais chez Frog Design. Quelqu'un dans la salle m'avait conseillé de ne pas y aller. On va chez Frog Design, qui est une agence de design, comme son nom l'indique. C'est eux notamment, enfin ils sont très connus, ils coûtent très cher, et c'est eux notamment qui ont fait le Walkman pour Sony. C'est comme ça que leur histoire avait commencé. Voilà. On va avoir des gens qui coûtent très cher pour leur demander comment ça se passe pour faire une UI, pour un logiciel. Et les gens m'ont dit un prix qui était, mais n'importe quoi. 100 000 balles. C'est n'importe quoi. Et donc, et là, tu fais, waouh, c'est vrai? Il dit, ouais, c'est vrai. J'ai dit, mais on ne peut pas descendre plus bas? Et la réponse de ce monsieur, ça avait été de dire, when you come to see Frog, it's not to save money, it's to make money. J'ai fait, waouh! Donc déjà, je pense que ça vaut le coup de partager ça, parce que chaque fois que quelqu'un vous dira que vous coûtez cher, vous saurez quoi lui répondre. Moi, c'est réglé. Et donc, et ça m'a, pareil, pour moi, c'est le témoin d'une attitude dans le business, qui est que, on en parlait tout à l'heure sur la notion, quand vous avez évoqué la notion de risque, c'est quelque chose qui, alors on peut envoyer tout le risque sur le start-upper, on lui dit de toute façon tu échoues, ben après si tu peux, tu te relèves, bon. Et de toute façon, vous savez, on a une durée de vie, les start-upers, parce que une génération, vous prenez une génération là, on tombe une fois, on tombe 2 fois, bon, ben, faut recommencer au début. Enfin, une autre génération recommencera au début.
Donc il faut absolument pouvoir capitaliser sur ne serait-ce qu'une génération. Mais donc cette réponse-là témoignait d'une manière de faire du business, d'une manière de prendre des risques, d'une manière de concevoir pourquoi on fait ça. Et ça repose la question du plan que je posais au début. Pourquoi on veut qu'il y ait une TechScène à La Réunion? Parce que ensuite, enfin, je veux dire, il y a deux choix. Parce qu'on pourrait être dans la situation, sans s'en rendre compte, d'être dans la situation où bon, on fait un truc, mais on voudrait surtout pas trop dépenser les sous ou pas trop risquer. Parce que, et en fait, il y a deux manières de jouer un jeu. Soit jouer pour gagner, soit jouer pour ne pas perdre. Et là, je crois que nous, il faut qu'on progresse sur le côté frog. Ça a été brutal pour moi d'entendre ça. Mais ça m'a, enfin, je veux dire, je le prends comme un enseignement très, très, très important. Et là, Philippe Jean-Pierre connaît cette phrase. Je sais qu'il, je sais. Non, mais je crois qu'il l'a citée une fois. C'est pour ça que je dis ça. On oublie, on ne cite pas assez certaines devises. C'est la devise de La Réunion qui dit « Partout j'irai, je fleurirai ». Et je trouve qu'on ne sait pas s'inspirer assez. Enfin, on sait souffrir de nos maux, on sait souffrir de nos handicaps, on sait bien en parler, on sait dire à quel point ça nous fait mal, et on ne sait pas assez s'inspirer de nos forces. Et nos forces, quand on parlait de pionniers, il y a des gens qui ont défriché ce pays. Il y a des gens qui ont dû le faire par la force, par peu importe, et qui ont fait le job. Et d'une manière ou d'une autre, il y a des choses qui peuvent nous porter, qui sont aussi dans nous. Et cette devise, je trouve qu'on ne la prend pas assez à bras-le-corps. Voilà. Partout où j'irai, je fleurirai. Et je pense que ça, c'est... Alors, c'est le dialogue entre notre identité locale et l'universel. Il n'y aura pas de start-up, il n'y aura pas de TechScène si on ne sort pas vers l'universel. Ça, c'est là d'où je viens. C'est mon carreau de Cannes. Merci. Bye bye. Vigile, merci. Alors, on a peut-être des questions. On doit avoir des micros quelque part dans la salle. On va peut-être éclairer la salle pour voir. On va voir s'il y a des questions en bas, voir s'il y a des questions en haut. Est-ce que vous avez des questions pour Vigile? Ou pour d'autres intervenants qui sont encore ici? Une question là-bas. Le micro arrive. Alors, on va vous demander de vous lever pour des problèmes de technique quand vous posez vos questions. On vous écoute. Oui, bonjour. Donc, Vigile, on s'est vu une fois dans une case à Saint-Louis. Je ne sais pas si tu te rappelles de moi. On était chez Pierre Chéroux. OK. Super. Et donc, j'ai trouvé effectivement ton projet surprenant et je suis content de voir que ça a avancé. Et j'étais justement en train de me poser cette question-là sur la fin de ton intervention, sur les indicateurs de performance que je n'ai pas réussi à trouver tout à l'heure dans la première partie de la présentation. Parce qu'on est toujours dans une espèce de ressenti et il n'y a pas d'indicateur de performance pour savoir si effectivement, financièrement, on est sur la bonne voie. Combien de startups, pour quel chiffre d'affaires, pour combien d'employés. Et j'ai une question à poser aux experts comptables. J'aimerais savoir quel est dans votre portefeuille client la part réservée aux startups, combien de startups vous avez, pour quel chiffre d'affaires et pour combien d'employés, pour savoir si effectivement c'est une pépite sur laquelle vous misez, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup de voir si effectivement c'est un terreau favorable à Réunion sur ce point-là. Je te laisse démarrer, Vigile, je répondrai après pour la seconde partie. Je me souviens très bien, c'était un plaisir, comment il est. Et donc, les indicateurs sont faciles, tu sais, à chaque fois. Enfin, facile. Mauvaise réponse. À chaque fois, tu as un KPI qui t'intéresse le plus. Dans notre phase à nous, on n'a pas fait la release un user et il ne faudrait surtout pas la faire dans de mauvaises conditions. Donc là, aujourd'hui, c'est quoi notre KPI? On n'est pas en train de faire de la user acquisition, on est en train de faire du content acquisition. Et là, on a créé, et sur quoi on est jugé là, c'est sur notre capacité. Qu'est-ce qui intéresse les gens dans ce qu'on fait? On est capable de convaincre des artistes qui ont donc des artistes et des labels, hein, derrière, ou des managers, des producteurs. On est capable de convaincre des gens de ne pas aller sur Spotify, de ne pas aller sur YouTube, d'aller nulle part ailleurs pendant une première semaine. La question, c'est comment est-ce qu'on fait ça? Quelle valeur on leur offre en échange de ça? Je peux te dire, on ne les paye pas parce qu'on n'aurait pas l'argent. Donc, et là-dessus, si tu veux, ça, c'est le KPI d'aujourd'hui. Semaine après semaine, on parle à des gens, et le temps que les deals se passent, bien entendu, mais
on est capable de convaincre des artistes qui ont énormément à perdre, mais aussi énormément à gagner avec la plateforme, de venir chez nous et de nous donner des exclusivités. Quand tu connais le poids, l'argent que ça coûte d'acheter une semaine d'exclus à un gars qui a 1 milliard de vues, voilà, c'est ça, c'est là-dessus qu'on est jugé aujourd'hui. Ça répond à ta question? Je vais répondre à La question de l'expert comptable. je crois. Alors, je vais reprendre une image qu'a donnée Vigile tout à l'heure, c'est l'image de la fusée. Donc effectivement, si une start-up est une fusée, donc soit elle atteint son objectif et ça fonctionne, soit elle se crache. Il faut savoir que l'ensemble des partenaires qui l'accompagnent, notamment l'expert comptable, montent donc dans cette même fusée. Mon avis personnel sur les start-up, c'est qu'il y a de plus en plus de confrères et de consoeurs qui s'intéressent à ces start-up. La problématique, c'est qu'une start-up, ce n'est pas une entreprise comme une autre. Je pense que vous l'avez bien compris aujourd'hui. Ce n'est pas une entreprise comme une autre parce que c'est la fusée. Elle arrivera ou elle n'arrivera pas. Par contre, c'est une entreprise qui est extrêmement consommatrice de temps. C'est-à-dire que le confrère ou la consoeur qui accepte une mission dans une start-up doit croire dans le projet. C'est-à-dire qu'il accepte de monter dans la fusée. Parce qu'il sait que ça va être extrêmement chronophage, mais chronophage passionnant. C'est-à-dire que là, le modèle économique va changer avec les modèles économiques dans nos métiers, que ce soit les commissaires aux comptes ou que ce soit l'expert comptable. Souvent, on a des feuilles de temps, on fait des heures, on valorise ces heures et ça nous fait des factures. Dans une start-up, ce n'est pas ça. Dans une start-up, le budget, il est plus qu'à minima parce que de toute façon, il n'y a pas d'argent. Il faut bien faire une facture à un moment donné, mais il est à minima. Donc, on ne compte pas son temps parce que si on devait facturer, on met le client tout de suite à la porte, hop, client suivant, et on reste sur le métier traditionnel. Et là, on a tout raté, parce que, on rate une typologie d'entreprise qui existe aujourd'hui et qui va se développer, et 2, on rate peut-être un business colossal de demain si la fusée arrive bien en terme. Donc, j'allais dire que quantifier et valoriser les startups dans un portefeuille d'un cabinet d'expertise comptable, ce n'est pas possible à ce stade, et encore moins à La Réunion, puisqu'à La Réunion, on n'a pas encore beaucoup de fusées qui ont atteint l'objectif. Donc j'allais dire que peut-être que lorsque les quelques fusées que l'on a vues ici atteindront leur objectif, et donc les partenaires, parce que derrière à peu près toutes les personnes que vous avez vues, il y a souvent un expert comptable et un commissaire aux comptes. Donc quand ces fusées-là auront atteint leur objectif, eh ben, on sera tous dans la fusée et ce sera formidable. Aujourd'hui, on va dire qu'on est sur le trajet, donc on verra. Mais par contre, je peux vous garantir que, et le nombre de confrères présents aujourd'hui donc, le démontre, je peux vous garantir que c'est une vraie problématique et un vrai engouement, un vrai enthousiasme de nos consoeurs et de nos confrères de monter dans ces fusées-là. Par contre, on ne monte que dans les fusées auxquelles on croit parce qu'on veut, avec le dirigeant, pouvoir arriver à l'objectif. Bravo. Merci Cathy. C'est le bon sens paysan. Le BSP, j'ai bien retenu ça. Non, mais je dois dire que là-dessus, Steve Jobs est connu pour dire demandez. N'ayez pas peur de demander. Qu'il a demandé des coups de main aux gens. Mais je crois que c'est pareil en fait. C'est pas très. Le monde n'est pas si agressif que ça. Voilà. Je crois que si on demande, pour peu qu'on ait pris le temps d'expliquer ce qu'on voulait faire, etc., etc. Voilà. Moi, je suis toujours surpris. Les gens sont gentils. Et puis Rémi rajoute également que les experts comptables et les commissaires aux comptes, on est là aujourd'hui, pas pour parler de nous, mais aussi pour s'ouvrir, pour évoquer un certain nombre de sujets. Aujourd'hui, les startups, hier, d'autres sujets, le tourisme, etc. Et on est à votre disposition tout le temps, à La Réunion, mais aussi pour pouvoir s'accompagner sur d'autres territoires. Je crois qu'il y a une autre question. Attends, Cathy, toi tu poses plein de questions, Cathy. Gilles Miconiaou depuis un bout de temps, Mollet Saint-Joseph aussi. Oui. On va mettre un accent fort, mais pense sur la responsabilité culturelle du start-upper, et même la responsabilité culturelle de tout être humain tout court. Et je pense que c'est que l'effort avec ce que vous dit, c'est le fait que même si nous projetons à nous vers l'universel, mais l'universel, il a une trajectoire. S'il nous part de A jusqu'à B, mais le B, là, son A, c'est l'identité, c'est le local, c'est sa racine. Et le système racinaire, je pense, de tout créole, il constitue un capital symbolique suffisamment fort pour que nous n'ayons pas honte d'afficher. Et je pense que le Made in Réunion, que m'en entendu tout à l'heure, qu'il était un peu biffé ou supprimé, quelque part, est chagrinant. Parce qu'en tant que Réunionnais, je pense que nous n'avons point à cacher ça. Au contraire, nous fait un motif de fierté de ça. Parce que ce que nous, depuis 350 ans, nous innovons, l'innovation, nous connaissons que ça veut dire à La Réunion. Parce que pour résister ici, il fallait tout de suite innover. C'était innover ou mourir, tout de suite.
Donc il fallait tout de suite inventer, être créatif et être fort et résister. Et donc ça, c'est dans la marque de fabrique même du Réunionnais. Et il pense que ça, il faut nous afficher très fort. Il n'a pas peur d'afficher ça. Au contraire, il pense que dans quelques temps, va devenir peut-être le premier motif pour lequel les gens vont venir à La Réunion et sera content de capitaliser dans des sociétés réunionnaises. Donc ça, il faut que nous affichions très fort. Il ne faut pas nous avoir peur. Hein. Au contraire, il est même courageux de faire au moment où personne n'y croit pas. C'est ça le courage aussi, il pense, de la responsabilité culturelle de l'acteur. Et il pense que on monte ça bien, et mais il pense que les autres, il faut y suivre aussi. Il ne faut pas nous avoir peur de rentrer là-dedans. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, là, il fait un peu comme moi. Il y en a juste deux, hein? Non, il y en a juste deux. Il y en a juste deux. Là, oui, en fait, c'est le principe de la fierté. C'est-à-dire qu'il rejoint le premier point, mais il dirait qu'aujourd'hui, à La Réunion, nous voit que nous les dans nous rejoint un peu le monde, hein, c'est-à-dire dans la problématique de la croissance, nous voit dans la sémantique, dans la terminologie, nous les toujours dans les mots de croissance, développement, etc. Mais nous entendons rarement le mot humanité, bonheur, peut-être qu'il est sous-jacent, les sous-entendus, mais nous n'exprime pas, nous verbalise pas suffisamment. Et ça, il faut vraiment nous mettre l'accent dessus, parce que le premier motif qui fait agir nous le matin lorsque nous lève, c'est trouver une solution pour être heureux dans la vie. C'est pas capitaliser de l'argent pour avoir de l'argent. Nous devons avoir de l'argent pour être heureux. Et donc ça, je pense que là aussi, il doit être aussi un objectif très fort de tous les start-upers. Parce qu'en fait, dans les services que ils développent, c'est pour améliorer la vie quotidienne, faire en sorte que les familles ils trouvent des réponses à leurs besoins du matin au soir. Et donc, je pense que là aussi, c'est pas du romantisme mal placé, mais je pense que c'est un réalisme humain, tout simplement. Voilà, merci. Merci, Patrice. Il allait répondre en créole, mais je ne sais pas si tout le monde ça suit vraiment. Deux éléments. Deux éléments. Le premier élément, c'est, tu sais, là-dessus, je pense que le plus important, c'est l'efficacité aujourd'hui pour un territoire comme le nôtre. Donc, tu vois, même le Dallon qui met pas le Made in Réunion, la vraie question qu'on doit se poser, parce que en fait, toutes ces questions-là, la question de l'identité, la question du développement, la question de l'émancipation des Réunionnais et des voies de développement en général, c'est des questions qui sont transverses. On ne peut pas aller. Je suis d'accord, il n'y a pas d'un côté l'un et d'un côté de l'autre. Moi, je sais, pour être dedans, que c'est transversal. Maintenant, moi, c'est pour ça que je ne fais pas de politique, parce que du coup, je n'ai pas à convaincre les gens. Moi, je vais te dire, je serais personnellement, je suis content avec le Dallon s'il n'a pas mis Made in Réunion pour faire passer le business et s'il est capable de dire qu'il fait bosser 6 gars ici. Je souhaite que les gars, enfin je veux dire aujourd'hui, parce que nous en fait, ça, malheureusement là on n'est plus dans le business, on peut continuer la discussion par ailleurs, mais il y a une souffrance identitaire qu'on veut investir dans des aspects qui n'ont pas, à mon avis, lieu. Il faut rester dans le... Enfin là, moi... Je te dis ça. En fait, je fais mon business et j'ai la chance. Moi, on me dit Vigile. Souvent les gens m'ont dit ça. Je sais convaincre les gens. En fin de compte, je mens pas. Donc, je bosse pas sur un business que je comprends pas. Je raconte pas une histoire que je comprends pas. Quand je te dis que c'est comme ça qu'il faut faire pour la music industry, c'est parce que c'est mon interprétation sincère de comment on pourrait renverser les choses. Quand je fais un projet sur la vie privée, c'est parce que j'y crois. Donc j'ai perdu le fil de ma réflexion là, pour dire, voilà, je suis sincère il faut être sincère dedans. Moi, quand je fais mon travail, je comprends ce que je fais. Je le fais pour une certaine émancipation de la music industry, des artistes, de moi-même. Si je peux partager cette trajectoire avec mes contemporains ici, c'est bien. Si je peux partager ailleurs, c'est bien aussi. Mais voilà. Moi, personnellement, j'essaie de faire attention à ne pas mélanger. Et je sais que ce que je veux, plus que tout, quand je fais ça, c'est l'efficacité. Si demain, à la fin de l'année prochaine, il y a un centre de R&D qui embauche 20 bonhommes, waouh, il n'y a rien de tel, en fait. Mais pour que ça existe, il faut être bon dans le business, tout court. Voilà ma réponse, en gros. Merci. Pour conclure, on va poser 2 questions à nos étudiants qui se trouvent à l'étage.
Est-ce qu'on peut les avoir à La l'écran? technique, La l'étage. technique, merci. S'il reste du monde. C'est la technologie. Ils sont endormis à l'étage. Vous avez des questions à l'étage? Rallumez-leur la lumière, ils dorment. Il fait déjà noir dehors, c'est ça? Je sais pas, non. C'est les étudiants, ils ont fermé les rideaux, ils dorment. Bon, bah sinon, on reste aux questions d'en bas, alors. Si, il y a des têtes qui bougent. Alors, on va reprendre une question dans la salle, puisque là-haut, a priori, ils ne se réveillent pas. Alors, il y avait une autre question dans la salle. Il y a un jeune étudiant de l'autre côté qui veut poser une question. Monsieur le jeune étudiant Burel, courte la question. Très très courte. Je vais essayer de faire court et donner à Vigile l'occasion de parler un peu de psychologie, parce que ça m'intéresse ça. En fait, on a parlé un moment de peur. Donc je voulais te poser 2 questions. Premièrement, est-ce que dans ton parcours par rapport à cette expérience de start-upper, tu as eu peur? Et si c'est le cas, ou même si ce n'était pas le cas, si tu peux nous aider si tu as des outils en fait pour régler ou surmonter cette peur ou l'anticiper, en fait une force en fait. Voilà. Waouh, merci pour la question. Synthétique la réponse, Vigile. C'est quelque chose dont je parlais récemment. Que la peur est mon pire ennemi. Mais depuis longtemps, comme toujours. 18 ans, 1 semaine, tu quittes Parc-Mouton, tu arrives à Lyon et tu connais personne. Waouh! Et là, tous les jours, je me disais, tous les jours j'avais peur. Une angoisse de dingue, mais un truc de fou. Et la dernière fois, j'en parlais avec ma maman, je disais, mais tu te rends compte tout ce temps qu'on a passé à avoir peur de choses qui ne sont jamais arrivées? Combien de temps on a passé à avoir peur de choses qui ne sont jamais arrivées? Combien de temps on a passé, et j'essaie de l'appliquer tous les jours. Là, je suis en train d'attendre des nouvelles qui peuvent changer le destin de Crowda. Et généralement, tu n'as pas vu les choses mauvaises qui allaient arriver, donc tu n'as pas eu le temps d'avoir peur, il aurait fallu, si c'était rationnel. Tu n'as pas vu non plus les choses qui allaient changer ta vie, donc ça ne servait à rien d'espérer. Je veux dire, tu n'as pas accès au truc. Donc voilà, l'un dans l'autre, la peur est là tout le temps. Si les gens croient, ça c'est intéressant, ça, une vraie. Dans les gens que j'ai demandé d'applaudir, donc pas que moi, dans les gens que j'ai demandé d'applaudir, j'ai pas rencontré de gars qui étaient fous. Hein. J'ai pas rencontré de gars qui n'étaient pas conscients du risque qu'ils prenaient. J'ai rencontré des gens qui voyaient pas l'intérêt de faire autrement que ce qu'ils comprenaient. Donc, si tu comprends qu'il faut passer là, tu passes par là. Et même si c'est risqué, mais tu vas pas faire un truc que tu comprends pas et te passer de l'autre côté pour autant. Donc, je vais fermer cette parenthèse. La peur est là tout le temps. Et je ne sais pas comment faire pour la dépasser. La réponse serait longue. Comment faire pour la dépasser? Alors, croire en soi, c'est une option. Déjà, ça aide. Deuxièmement, réaliser que le réseau de connaissances valables sur lequel on s'appuie à un instant donné est nécessairement limité. D'accord? On évolue dans un système causal. Si je fais... Vous allez penser que c'est le qui a déclenché le... Il se trouve que là, oui, et encore, même pas. Des fois, il y a un tic et un tac et ils ne sont pas reliés. Sauf que nous, dans notre environnement, quand il y a un tic, quand il y a un tac, on croit que c'est le tic qui l'a déclenché. Et donc, on produit des hypothèses sur le monde. Et malheureusement, parfois, il faut s'arrêter. Voilà, croire en soi. On peut l'applaudir. Je crois qu'ils sont réveillés là-haut, Bernard. Donc on va effectivement revenir à l'étage et pour avoir 2 questions. Voilà, ils sont réveillés, tu vois. Regarde. Et je vous propose les... Vous avez les traces de l'oreiller, les gars. Et on terminera par 2 questions et ensuite Vigile se tiendra à nos dispositions au cocktail pour ceux qui veulent venir le voir Il y a un cocktail. et poser des questions. On vous écoute. Il n'y a pas de questions alors. Jeune étudiante. Alors, je suis Cathy. On va supposer que je suis étudiante. Vigile, moi j'ai un peu de mal avec l'anglais, mais là, tu as fait une présentation, whatever.
whatever, whatever. Est-ce que ça veut dire que si je veux me lancer dans ma start-up et progresser demain, est-ce que, bon, Micos créole, hein, tout le monde ici cause créole, mais je parle français aussi, mais est-ce que we have to speak English to go outside our island? Va, vis et deviens. Ça, c'est le titre d'un film puissant. Mais on n'est pas pareil. Paris, c'est pas fait en un jour. Donc, pour les gens qui parlent pas anglais, ben, c'est pas grave. Moi non plus, je parlais pas anglais. Enfin, je veux dire, c'est pas grave ça. Mais par contre, il faut parler anglais. Donc, il faut s'y mettre. Donc, on apprend. Et donc, il faut. Enfin, je veux dire, en plus, il faut pas le voir comme un problème. Il faut le voir comme un espace à conquérir. Comme on progresse, on avance. Voilà. Donc, j'ai envie de dire, j'aurais pu mettre